Donc là, on est vraiment dans du théorique pur. Il y a des notes à prendre, ça va être un petit peu fastidieux, j'en ai conscience, mais ça sera sans doute la seule fois où on abordera la culture numérique par ce biais-là. Alors, pourquoi déjà la culture numérique à l'école, c'est un enjeu de citoyenneté et d'éducation. Pour la petite histoire, c'était le sujet de l'évaluation de l'an passé pour ceux qui sont en master. Pour plusieurs raisons. La première, à l'heure d'Internet et de la mondialisation, la plupart des discours officiels sur les enjeux du numérique à l'école mettent l'accent sur la nécessité d'acquérir des compétences clés dans le domaine des technologies numériques afin de maîtriser leurs usages dans la vie privée, sociale ou professionnelle. Donc vous voyez qu'on va bien plus loin que dans un usage pur pédagogique. Le numérique est partout. Vous le côtoyez pour vos démarches administratives, vous le côtoyez pour vos loisirs, vous le côtoyez dans tous les domaines qui appartiennent à votre vie, tant professionnelle que personnelle. On abordera bien sûr aujourd'hui plutôt l'aspect professionnel dans le cadre de la pédagogie. Un petit extrait, parce qu'il faut toujours se baser sur les textes officiels. Extrait du référentiel qui concerne l'usage des TIC techniques de l'information et de la communication. L'école contribue au projet d'une société de l'information et de la communication pour tous, en initiant en partenariat avec les collectivités et différents acteurs des actions pour généraliser les usages et développer les ressources numériques pour l'éducation. Elle forme les élèves à maîtriser ces outils numériques et prépare le futur citoyen à vivre dans une société dont l'environnement technologique évolue constamment. Donc votre but, en tant qu'enseignant, déjà, c'est d'être formé à l'usage de ces TIC pour permettre ensuite aux élèves d'acquérir des compétences dans le domaine du numérique, dans l'utilisation des TIC. Donc il est évident qu'un enseignant qui n'est pas formé va avoir des difficultés pour former ses élèves. Ça paraît évident, mais c'est quand même un postulat de base. Et dans la pratique, on constate, et là aussi c'est pas une critique en soi, que vous avez des profils d'enseignants de tous âges, les plus anciens qui sont sur le point de partir à la retraite, aux plus jeunes, dont vous ferez partie prochainement, et force est de constater les inégalités qu'il y a en termes de préparation. Vous avez cette chance, vous, dans votre parcours, c'est d'avoir préparé le C2I, niveau 1, niveau 2, donc ce diplôme validant au niveau des compétences, qui n'était pas du tout le cas à l'époque des enseignants qui sont en fin de parcours, qui ne connaissaient même pas, à l'époque où ils ont commencé, Internet. Imaginez la révolution que ça a dû être pour eux, et la difficulté de s'approprier de nouvelles compétences dans ce domaine quand on ne connaît rien. Alors vous avez des enseignants qui sont consciencieux, moi j'utilise le mot conscience professionnelle. La conscience professionnelle, c'est le fait que quand on est enseignant, on se forme tout au long de son parcours professionnel. Et l'excuse de dire à l'époque où de ma formation initiale je n'ai pas été formé n'est pas une excuse valable. Il appartient aux enseignants de se former, et vous verrez que vous ferez tout au long de votre parcours diverses formations pour améliorer votre pédagogie, pour différencier votre pédagogie, pour acquérir des compétences dans tous les domaines, pas forcément du numérique. Et vous avez des formations en ce sens qui sont assez bien faites pour des usages spécifiques, c'est toujours très ciblé, hein, parce que c'est un sujet assez vaste. Mais voilà, partez de ce principe-là, vous avez cette chance, vous êtes né dans le monde numérique, et vous avez déjà toutes les compétences. Ce n'est pas le cas de tout le monde. Peut-être que parmi vous, certains ont eu des parcours aussi qui ont été plus compliqués en termes de numérique. Qu'est-ce qu'un ENT, un espace numérique de travail? C'est un ensemble de services numériques proposés à l'établissement scolaire et à sa communauté éducative sous forme d'un portail web unique et sécurisé. Vous travaillerez obligatoirement dans votre parcours professionnel sur des ENT. Le premier, le plus basique dans vos fonctions d'enseignant, lorsque vous allez remplir le livret de compétences en ligne, le fameux LSU, que ça soit en primaire ou en secondaire, vous irez sur un site et vous remplirez numériquement le LSU avec toutes les compétences par domaine, etc. Donc ça, c'est obligatoire. Tout le monde, enseignant du primaire et du secondaire, devra remplir cette tâche. Autre tâche qui est plus dédiée aux enseignants du secondaire, depuis 2011, vous avez l'obligation de remplir le cahier numérique de la classe, cahier de texte. En d'autres termes, vous avez obligation de remplir par le biais d'un logiciel qui peut différer d'un établissement à un autre, ce que vous avez fait pendant votre heure de cours et ce qui est à faire pour le cours suivant. C'est obligatoire, vous devez le faire. Alors c'est très compliqué de le faire en temps réel.
sauf si on garde 5 minutes à la fin de son cours. Mais il faut qu'à la fin de la journée, vous ayez complété ce cahier de texte. Pourquoi? Parce que déjà, si vous êtes inspecté, c'est dans vos obligations et vous devez le remplir. Et puis pour l'élève, un élève qui est absent, qui a besoin de savoir ce qui a été fait en cours et ce qu'il doit faire, il se connecte, il a son identifiant et il est à jour immédiatement. Si vous ne le faites pas, ça crée une difficulté pour l'élève. Vous aurez aussi, c'est le cas en primaire, en secondaire, plus en secondaire, des notes à rentrer sur un logiciel, puisque vous avez des conseils de classe, vous avez parfois des conseils de cycle en tant qu'enseignant de primaire ou des concertations. Donc il y aura des moments où l'évaluation, autre que le LSU, si elle est toujours avec une note, vous devrez la rentrer sur un logiciel qui vous calculera la moyenne selon vos coefficients pour que vous ayez votre moyenne générale et éventuellement vous puissiez faire votre appréciation générale. Donc vous voyez, on est déjà à 3 exemples d'ENT distincts. Je vous passe les ENT propres à un établissement qui permettent des échanges. Je vais vous présenter moi un exemple concret puisque on ne parle bien que de ce qu'on connaît. Notre projet à Saint-Louis-Sainte-Thérèse au collège, on est un collège numérique parce qu'on a un projet numérique. Donc on a un ENT spécifique. Je vous en donne un exemple. Et vous allez voir l'intérêt pour les enseignants, en tout cas de Saint-Louis-Sainte-Thérèse, de savoir créer un site internet. Donc tous les établissements, je l'espère à la date d'aujourd'hui, ont un site internet. Voici le nôtre, Saint-Louis-Sainte-Thérèse. Et sur ce site-là, vous avez... Alors, je vous parlais... Vie scolaire, c'est pas nous qui le gérons. Là. Donc, vous voyez, ce fameux site Vie scolaire, c'est le site qui permet aux enseignants de se connecter, de remplir le cahier de texte, de vérifier les emplois du temps, de rentrer leurs notes, etc. C'est pas nous qui le gérons, c'est un prestataire qui s'appelle viescolaire.net.fr. Et vous en avez d'autres. En ce moment, tous les établissements privés sont en train de fusionner sur un logiciel commun qui s'appelle Charlemagne, qui fera office de LSU, et qui sera commun à tous les établissements, ce qui à mon sens est mieux, mais qui implique une formation pour le coup. Moi, mes enseignants qui sont habitués à viescolaire.fr vont devoir se former toute cette année, puisqu'on le mettra en place en fin d'année scolaire, à Charlemagne. Donc ça, c'est pour les notes. Et un autre exemple de NT, qu'on a appelé le Stello Pédago, Stello pour Saint-Louis-Sainte-Thérèse et Pédago, vous allez comprendre pourquoi. C'est donc un espace numérique de travail avec un mot de passe confidentiel. Et vous avez ce qui est pour moi le projet de Saint-Louis-Sainte-Thérèse, à savoir un collège numérique, parce que d'une part nous avons des classes numériques équipées d'iPad, on a une classe par niveau où ils travaillent sur les iPads au quotidien, et notre projet consiste à, pour chaque enseignant, avoir créé un site disciplinaire et proposer toutes les ressources et tous les cours en temps réel sur ce site-là. Donc le but, c'est qu'un enseignant qui arrive à Saint-Louis-Sainte-Thérèse ait très vite créé son site pour pouvoir proposer toutes les ressources. C'est un espace numérique de travail qui est dans un sens, c'est-à-dire que l'enseignant met sur son site les ressources et l'élève va les récupérer. Il n'y a pas d'échange, c'est pas un blog, c'est pas quelque chose qu'on peut communiquer. Donc concrètement, ça se passe comment? Un élève qui se connecte ou une famille sur le Stello Pédago doit théoriquement, en 2 clics, arriver sur le site de l'enseignant concerné. J'espère que les petites vignettes que j'ai choisies sont assez explicites. Vous voyez, vous en avez une pour chaque discipline. En haut, ce sont les langues, suivi du français, de l'EPS, de l'art plastique, de la musique, de l'histoire-géographie, le CDI, la pastorale, les mathématiques, les sciences de la vie de la Terre, la technologie, les sciences physiques. Allez, on va prendre au hasard. Histoire-géographie. Donc quand l'élève clique sur l'onglet Histoire-géographie, vous voyez, vous avez l'ensemble des classes du collège. Et si l'élève est en 3e A, il va cliquer sur 3e A et il va arriver sur le site de l'enseignant d'histoire-géographie de 3e A qui a, vous voyez, mis absolument toute l'intégralité de ses cours et de ses ressources. Vous imaginez le travail que ça peut nécessiter en amont. Mais à la date d'aujourd'hui, les enseignants qui auraient pu percevoir ce projet comme un projet un peu à part, dans le cadre d'un établissement, se sont vite rendus compte de l'intérêt pédagogique que pouvait avoir ce type de dispositif. Je vais en donner un très concret. Au moment de l'inspection, au moment quand même phare, et au moment de la titularisation, et au moment du contrôle un peu continu de la vie d'un enseignant professionnel. Ce que demande un inspecteur, il va vous demander votre progression annuelle, il va vous demander votre cahier de texte en ligne, il va vous demander vos cours, il va vous demander vos évaluations corrigées, etc. Quand vous avez un enseignant qui est inspecté et qui dit « Monsieur l'inspecteur, vous allez sur mon site, et vous avez tous les documents », ça met déjà dans de très bonnes dispositions l'inspecteur, qui plus est au niveau des compétences, qui sont maintenant bien présentes dans les programmes sur l'utilisation des TIS et du numérique. Voilà,
un exemple, et ils l'ont très vite compris. Et puis bien sûr, c'est un avantage majeur pour travailler avec les élèves, parce que quand vous avez déjà toutes les ressources, ça vous facilite le travail, et ça facilite bien sûr le travail des élèves et de l'enseignant. Voilà, donc c'est un exemple de NT. Et puis alors, vous avez dans notre site internet aussi un blog qui est aussi un ENT, hein, le blog qui vous donne des informations. Je donne quelques exemples. Le calendrier, les infos générales, des albums, les menus de la restauration, etc., des téléchargements. C'est un espace numérique de travail qui permet aux familles, aux élèves, aux enseignants d'échanger des informations. Bon. Voilà l'exemple concret. Alors, je reviens sur notre sujet. Donc voilà, je les ai résumés là. Vie scolaire, notes, absence, emploi du temps, agenda, communication, messagerie, information des personnels et des familles. Vous avez avec le logiciel Vie scolaire une adresse mail créée automatiquement pour les enseignants et pour les familles, et elles peuvent échanger directement des messages par le biais du logiciel. Pédagogique, cahier de texte, espace de travail et stockage commun aux élèves ou aux enseignants, outils collaboratifs, blocs, forums, j'en passe. Donc vous allez, tout au long de votre parcours, être confronté en permanence avec des espaces numériques de travail. Classiques, en tout cas, vous les avez là. Et puis, de ça est né, alors je veux dire que maintenant c'est moins des innovations, mais en tout cas, est né de nouvelles pratiques numériques. Premier exemple, les manuels numériques. Quel était l'intérêt pour nous de créer des classes iPad au collège? Déjà d'alléger le poids du cartable. Ce n'est pas l'objectif majeur pédagogique, mais en tout cas, quand vous savez que l'enfant n'a plus ou peu de papier, puisque tout est numérisé, qu'il n'a plus d'ouvrage à transporter dans son cartable, vous savez que le poids du cartable est un sujet de préoccupation majeur pour les familles et pour les établissements, si tout est numérisé, le poids, il n'y en a plus. Donc les manuels numériques, il faut très bien avoir l'achat de manuels au format numérique plutôt qu'au format papier. Quel cas l'enfant les a toujours sur sa tablette ou à la maison sur son ordinateur. Donc c'est une pratique qui change du coup. Parce que si vous voulez travailler sur un manuel au format numérique, il faut que l'enfant ait le support pour pouvoir le diffuser. Donc une tablette c'est très bien, ou pour vous un vidéoprojecteur avec l'ouvrage numérique du professeur, vous le projetez sur votre vidéoprojecteur avec votre tablette ou votre ordinateur. D'où l'avantage du vidéoprojecteur. J'insiste, je n'ai aucune action chez les fournisseurs de vidéoprojecteurs, mais c'est important. Les tablettes, il est maintenant clairement inscrit dans les programmes primaires, secondaires, qu'il faut que l'enfant utilise des tablettes. Alors c'est la théorie. Bien sûr, un établissement n'a pas forcément des tablettes. C'est bien beau de dire il faudrait qu'on utilise des tablettes ou on doit utiliser des tablettes, c'est-à-dire qu'il faut acheter des tablettes. Vous connaissez le prix des iPads et puis des tablettes Microsoft, c'est un budget. Il est très compliqué d'investir et de permettre à une classe entière de pouvoir travailler sur tablette. Bon, c'est dans les textes. Les jeux sérieux, alors ce sont des jeux à caractère pédagogique. Je donne un exemple, Minecraft est un jeu pédagogique qui permet d'extirper de la pédagogie d'une application ludique à la base. Vous avez des jeux sérieux. Tout le monde ne les utilise pas. GeoGebra va être considéré comme un jeu, je l'ai évoqué tout à l'heure, mais en tout cas, c'est un logiciel ludique pour les enfants. Ce qu'il faut savoir, les élèves, eux aussi, doivent rendre compte de leurs compétences numériques. Pour cela, ils ont le brevet informatique et Internet, ce qu'on appelle le B2I. Vous l'avez déjà tous entendu. À la fin de l'école primaire, à la fin du CM2, ils doivent tous avoir le B2I niveau 1. Je ne vais pas vous le détailler, vous le trouverez facilement sur Eduscol, mais en tout cas, dans les grandes lignes, ils doivent savoir se servir d'un ordinateur, l'allumer, se servir du clavier, de la souris, faire un peu de traitement de texte, éventuellement un peu de tableur. Ce sont vraiment les bases. Il est vrai que l'époque actuelle facilite grandement cette acquisition du B2I, parce que comme ils sont nés maintenant avec un téléphone portable dans la main, ils ont déjà toutes les compétences avant presque même d'être nés. Je dis ça en rigolant, sachant qu'il faut éviter l'usage des écrans à certains âges, y compris au plus jeune âge. Je vous invite aussi à lire, si vous n'avez pas déjà lu, les ouvrages, lire un ouvrage, donc il y a les ouvrages de Serge Tisseron qui a travaillé là-dessus, sur vraiment l'utilisation des tablettes, de la télévision, et qui a fait une cartographie très précise des usages qu'il faut en faire selon les tranches d'âge. Voilà. C'est, à mon sens, extrêmement important. Personnellement, pour élever ses enfants notamment. Alors, 5 domaines sont évalués, les voilà. Je n'ai pas été dans le détail
s'approprier un environnement informatique de travail, adapter une attitude responsable, créer, produire, traiter, exploiter des données. C'est basique, hein, on n'est pas dans l'approfondissement. S'informer, se documenter, savoir aller sur un moteur de recherche et chercher une information, enregistrer un document, communiquer, échanger par le biais d'une messagerie mail, par exemple. Voilà, ça c'est le B2I niveau 1. Et vous avez le niveau 2, qui est obligatoire pour l'obtention du brevet, qui fait partie maintenant du LSU, où l'enfant de 3e doit aussi avoir eu le niveau 2. On va plus loin, hein, on va plus loin que les bases que je vous ai évoquées du niveau 1. Donc sachez-le, l'élève doit avoir ces compétences-là, et c'est donc à vous de lui donner. Donc il faut que vous soyez aussi compétent là-dedans. Hein, je reprends ce que je disais tout à l'heure, si vous n'êtes pas compétent pour faire ça, comment voulez-vous que l'élève le soit à l'arrivée? Alors, ils sont souvent plus compétents que nous, je suis d'accord. Mais en tout cas, c'est de votre mission. Et si vous avez le C2I, je vais en parler après, le C2I allant beaucoup plus loin, vous assure d'avoir les compétences nécessaires pour permettre aux enfants d'avoir le B2I niveau 1 et niveau 2. Vous avez une question? C'est obligatoire d'avoir le C2I? Alors, il me semble que dans votre master, quand vous passez le master, le C2I en fait partie. Rien n'est obligatoire. Rien n'est obligatoire. Je pense que dans le master, le C2I en fait partie. Non, c'est en licence. Après, si vous ne l'avez pas, l'essentiel est que vous ayez les compétences. C'est en licence qu'on le passe, le C2I. Oui. Les références de... Oui. Alors, c'est Serge Tisseron. Serge Tisseron. T-I-2-S-E-R-O-N. Vous tapez Serge Tisseron, vous aurez tous ses ouvrages, il n'en a pas fait beaucoup. Et il y en a un notamment sur l'usage des écrans à l'attention des familles, vous verrez, qui est très bien fait, qui est petit et qui me semble être indispensable et que toute famille, voire toute enseignante, devrait avoir lu avant d'avoir un enfant. Si vous suivez mon raisonnement, vous comprendrez. Alors on continue. Donc favoriser un usage responsable des réseaux des services numériques, les enjeux de la maîtrise des TIS et de l'Internet doivent être perçus et compris par les élèves et futurs citoyens. Bon, ce sont des généralités, mais c'est jamais bon de les évoquer au moins une fois. Il est indispensable de les accompagner vers une véritable maîtrise des concepts, leur permettant d'utiliser au mieux ces outils dans une société de l'information et de la communication en rapide évolution. Donc ayez toujours à l'idée que ça évolue en plus. C'est-à-dire que vous êtes à jour à un moment donné, mais au bout d'un moment, vous êtes débordé. Donc il vous appartient d'être aussi à jour dans vos compétences selon l'évolution technologique et l'évolution des TIS en eux-mêmes. Afin d'accompagner les enseignants et les élèves dans les nouveaux usages de l'Internet, l'Éducation nationale a mis en place le site Internet responsable. Vous pouvez vous y référer. Là aussi, ce sont des généralités de bon sens. Alors, le bon sens, ça dépend sur qui on tombe. Mais en général, le bon sens collectif. On va dire ça comme ça. Il offre un point d'entrée unique vers des ressources destinées à favoriser la maîtrise et l'usage responsable des réseaux et des services numériques. Donc ça ne sera pas mon propos aujourd'hui. Vous vous référez au site Internet responsable. Il y a beaucoup de choses proposées par l'Éducation nationale. Vous avez les textes réglementaires, les guides pratiques, des ressources, des actualités, etc. Alors un sujet très important, là je le développerai davantage, la protection de la sécurité sur Internet. Et c'est un sujet hautement d'actualité. L'usage de l'Internet dans le cadre pédagogique doit pouvoir se dérouler dans des conditions optimales pour les élèves et les enseignants, notamment en assurant la protection des mineurs vis-à-vis des contenus choquants ou inappropriés, ou encore en leur fournissant la culture nécessaire à la protection de leurs données personnelles. Donc il y a une partie qui n'est pas directement liée à votre responsabilité d'enseignant. Quand un établissement fournit une connexion Internet, l'établissement doit avoir mis en place des mesures de protection, c'est-à-dire des pare-feux, etc., qui vont filtrer, tout n'est pas toujours filtré, mais filtrer en tout cas l'accès potentiel à des sites dits dangereux ou choquants, pornographie, violence, j'en passe. Donc normalement vous avez un filtre qui empêche l'élève d'accéder à ça. Si ce n'est pas le cas, ça sera de votre responsabilité d'enseignant d'en informer votre chef d'établissement pour qu'il mette les mesures nécessaires. Ce n'est pas à vous de le faire. Nous, on doit vous proposer une connexion sécurisée. Maintenant, votre mission, c'est d'expliquer à l'élève que ces données personnelles, voire les données qu'il collecte d'autres personnes, sont par définition personnelles et à usage privé. Et d'être vigilant dans la diffusion que va faire l'enfant de ces données. Ils n'en ont pas conscience. Ce n'est pas de la mauvaise volonté, ce n'est pas de la méchanceté en soi. Ça peut l'être. Mais lorsqu'ils donnent des informations,
il faut qu'ils aient cette démarche préventive de savoir pourquoi ils la donnent, est-ce qu'il y a un risque à la donner. Quand ce sont sur des sites sécurisés, etc., ça va, mais quand c'est au tout venant, un inconnu sur un réseau social qui se présente, ah bah tiens, j'ai un nouvel ami sur mon compte, super, ça va me faire un ami de plus, et hop, on rentre dans une boucle où la personne qu'on ne connaît pas a accès à ces informations. Autre travers, c'est quand l'enfant utilise des informations et les exploite sans avoir eu l'autorisation des personnes à l'origine de l'information. Exemple, il prend une photo d'un copain, c'est rigolo parce que le copain il fait une grimace, etc. Et après, sans l'autorisation du copain, ils vont le mettre sur leur réseau social. Non, ils n'ont pas le droit. Ça part pas d'une mauvaise intention. C'est une plaisanterie, c'est rigolo. Mais si l'enfant qui a été pris en photographie, ou l'adulte bien sûr, n'a pas donné l'autorisation, on rentre dans l'illégalité. Et on rentre dans le pénal. Et ça, ils n'en ont pas conscience. Donc c'est votre travail. Il faut faire répéter, rabâcher, souvent, faire des petites interventions. C'est clairement inscrit dans les programmes. Hein, mais vous devez le faire. Il faut être vigilant en ce sens. Donc je vous ai dit que des mesures ont été mises en œuvre pour protéger. Vous avez des dispositifs de filtrage, informer, former les usagers. Chaque école et chaque établissement doit élaborer une charte d'usage du numérique et d'Internet. Ça aussi, on ne le sait pas toujours. Mais si dans votre établissement, il n'y a pas de charte d'usage du numérique, il faut la mettre en place. C'est pas compliqué, il y a des modèles types. Et les élèves doivent signer la charte. C'est-à-dire que les familles valident cette charte d'utilisation et prennent la responsabilité pour leurs enfants. Donc une charte classique d'usage. Là aussi, c'est du bon sens, mais il faut l'avoir. Donc ça, c'est primaire et secondaire. Primaire, secondaire. Dès que vous utilisez un ordinateur, il faut une charte d'utilisation. Vous voyez, cette charte est annexée au règlement intérieur et signée par les élèves et leurs parents. C'est ce qui donne le cadre d'utilisation. Et vous verrez que si vous bâtissez vous-même la charte parce qu'elle n'existe pas dans l'établissement, je vous redis, ça doit être obligatoire. Souvent, on ne le fait pas, malheureusement. Elle sera enrichie, modifiée selon les évolutions et selon les problèmes que vous allez rencontrer. C'est comme un règlement intérieur. Hein. On pense toujours qu'il est définitif, mais il ne l'est jamais. Moi, en 11 ans de pratique de chef d'établissement, j'ai changé tous les ans le règlement intérieur. Chaque année, on se dit, bah, ça y est, il est bon, il est calé. Mais non, il y a toujours quelque chose de nouveau qui arrive, et il faut toujours l'inclure dans le nouveau règlement, parce qu'on n'avait pas pensé à ça. Donc c'est normal, votre charte, elle sera peut-être pas parfaite. C'est vous qui l'adapterez au profil d'élève que vous avez, au profil d'établissement, au projet en lui-même. Mais il faut qu'elle soit là, la charte. Les dispositifs de filtrage, bon, je ne vous les évoque pas. Simplement, il y a ce qu'on appelle des listes blanches de sites autorisés. Et vous pouvez faire partie, vous, de ce conseil d'élaboration de la liste blanche. Le problème de ces filtrages, c'est que parfois on est bloqué. C'est-à-dire on va aller sur un site qui est tout à fait légal et qui ne comporte pas de trucs violents, mais parce qu'il y a un mot qui correspond aussi dans d'autres domaines, ça bloque. Là aussi, ça peut être un peu compliqué. Donc il faut trouver le bon équilibre. Et puis la liste noire, bah, ce sont tous les mots qui potentiellement ne doivent pas être utilisés par l'élève et l'empêcher d'arriver sur des sites qui contiennent ces mots-là. Ils sont divers et variés, vous les connaissez. Pas tous, mais vous les connaissez, en tout cas majoritairement. Elles permettent de limiter les accès, les consultations à un ensemble de sites choisis. Tous les enseignants sont concernés par l'usage des outils propres au TIS et leur intégration dans les pratiques pédagogiques. Ça, c'est pour la formation numérique. Voilà. Et là, ça reprend ce que j'expliquais tout à l'heure. Au sortir de sa formation universitaire, tout nouvel enseignant doit avoir acquis les compétences d'usage et de maîtrise raisonnée de l'information et de la communication dans sa pratique professionnelle. Les connaissances et les capacités attendues sont celles relatives aux compétences du certificat informatique Internet de niveau 2 enseignant, attesté dans le cadre du master. Donc forcément, si vous faites un master, à la fin de votre master, on doit vous attester que vous avez le C2I niveau 2. Vous n'aurez pas forcément des formations C2I niveau 2. C'est un ensemble de compétences qu'on va vous faire acquérir tout au long de votre master, qui à l'arrivée vous labellisera avec le diplôme C2I. Donc ne vous étonnez pas si on ne vous en parle pas, je vous en parle aujourd'hui, mais voilà, tout ce qui va être proposé dans le cadre de votre master, à un moment ou à un autre, validera le C2I niveau 2, si le master est bien fait. Cette éducation numérique vise essentiellement à développer des usages sûrs et critiques
cadre européen de compétences publié en 2006, mais rarement a suscité une réflexion sur l'avènement d'une citoyenneté numérique mondiale. On n'en est pas là. Je sais que vous êtes dans les préoccupations de votre métier, c'est normal. D'avoir déjà une réflexion citoyenne numérique mondiale, bon, laissons ça à nos politiques, on verra après. Mais c'est déjà bien de le dire, qu'on ait une éthique en termes d'utilisation du politique. On est plus dans l'écologie en ce moment, peut-être que ça reviendra après. Concernant la culture numérique, nous nous référons à la définition donnée par Proust en 2002, qui désigne, ça c'est important, la culture numérique, un ensemble de valeurs, de connaissances et de pratiques qui impliquent l'usage d'outils informatisés, mais aussi des pratiques de consommation médiatique et culturelle, de communication et d'expression de soi. Vous voyez qu'on n'est pas forcément uniquement dans la pratique. On est aussi dans la vie courante. Donc c'est un tout, et c'est toute la complexité de la chose, c'est qu'il faut de temps en temps déborder un peu de son cadre pédagogique et parler de certaines choses qui font partie intégrante de ça. Alors ça m'a semblé très parlant. Bon, ce sont des chiffres qui n'ont pas peut-être été actualisés cette année, mais en tout cas qui l'étaient l'an passé. 96% des jeunes de 8 à 17 ans utilisent Internet. C'est peut-être un peu plus. C'est déjà énorme. 48% sont connectés à un réseau social, principalement Facebook, utilisé par 85% des lycéens, 57% des collégiens, et tenez-vous bien, 11% des élèves de primaire. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose qui vous choque ? Normalement, Facebook, il y a un âge limite. Alors, quel est l'âge minimum pour être inscrit à Facebook ? Bon, on est bien d'accord que la majorité des élèves de primaire, la majorité de l'intégralité, sauf s'ils sont très en retard, c'est rare, et d'une grande partie majoritaire de nos collégiens ne devraient pas être inscrits sur Facebook. Mais ils le sont. Donc ça pose deux questions. Comment ont-ils pu l'être ? Ils ont forcément à un moment donné menti sur leur âge. Ou est-ce que c'est la famille qui a accepté de prendre à sa décharge la responsabilité d'inscrire son enfant qui n'a pas l'âge requis ? Mais c'est très parlant. Ça vous montre la difficulté déjà même de contrôle au niveau de la famille. C'est de la responsabilité de la famille, ne nous voilons pas la face. C'est pas vous qui êtes responsable qu'un enfant soit sur Facebook. Déjà, Facebook, c'est un réseau social privé, donc ça ne vous concerne pas, sauf s'il a une influence directe sur la vie de l'établissement. Mais en tout cas, normalement, une grande partie de ces élèves-là ne devraient pas être sur les réseaux sociaux. Ils le sont. Comment on fait ? On est obligé de composer. Les jeunes se connectent souvent seuls depuis leur ordinateur personnel et leur mobile. 50% pour les ordinateurs, 23% pour les mobiles. Ces chiffres viennent confirmer une autre enquête sur les pratiques culturelles des Français à l'ère numérique, qui est plus ancienne, de 2009. La tranche des 15-24 ans, consacre en moyenne 21 heures par semaine sur les nouveaux écrans. À mon avis, c'est encore plus actuellement. C'est considérable comme chiffre. C'est 3 heures journaliers. Sachant qu'ils sont théoriquement en cours de 8h à 17h pour les collégiens, de 8h30 à 16h30 pour les primaires. Ça laisse peu de temps à d'autres activités annexes, sportives, culturelles. Après, ça peut très bien être culturel. Aller sur son écran, sur le site du Louvre, c'est culturel. Je ne suis pas sûr que ça soit ça. Bon. Mais c'est quand même signifiant. Et il faut avoir conscience de ça. Il ne faut pas le combattre. Il faut l'intégrer, le digérer et s'adapter. On est obligé de s'adapter aussi au profil d'élèves qu'on peut avoir. Les jeunes passent plus de temps devant les écrans que la télévision. Pourquoi ? Parce que maintenant l'écran remplace la télévision. Les chaînes sont accessibles sur les tablettes, les programmes en replay, donc on a changé nos usages. C'est encore assez récent ça. On regarde plus la télévision, non pas sur la télévision, mais sur des écrans. Bon. Le résultat est le même en soi, sauf qu'on est plus nomade pour le coup. Et donc ça incite plus à la consommation. À une époque, vous aviez la télévision dans le foyer principal, la pièce principale, le salon. On se retrouvait pour regarder un film, puis après, à une certaine époque, les enfants avaient la télévision dans la chambre. Je ne suis pas sûr que ça a été une bonne chose. Maintenant qu'ils l'ont sur une tablette ou un téléphone, ils peuvent la regarder à tout moment, n'importe où, n'importe quand, y compris en classe. Ça arrive, bien sûr. Leurs pratiques numériques sont orientées vers les industries du divertissement, jeux vidéo, films, musique, mais concernent aussi la recherche d'informations et les échanges sur des forums ou sur les blogs, c'est-à-dire les réseaux sociaux. C'est pas une pratique pédagogique qu'ils ont avec les tablettes, les ordinateurs. Ou rarement. Cette culture numérique se construit hors des murs de l'école et en dehors du contrôle des adultes, parents ou enseignants.
Et même quand vous êtes les meilleurs parents du monde, vous ne pouvez pas tout contrôler. Même si vous donnez un créneau d'utilisation des écrans particulier, vous n'y dérogez pas. Même si vous êtes dans la pièce, etc. Un dérapage, ça arrive très vite. Un enfant qui dialogue avec ses camarades sur un réseau social et qui commence à s'énerver, ça peut déraper très vite. Ça, vous ne le contrôlez pas. Et aucune famille ne peut avoir la prétention de contrôler à 100% l'usage, sauf si bien sûr vous êtes tout le temps à côté et que vous pilotez l'ordinateur ou la tablette avec l'enfant. Je pense que vous avez d'autres choses à faire. Mais ce n'est pas possible. Donc il y a toujours des risques. Et, bien sûr, ça s'accompagne de nouvelles formes de violence, cyberharcèlement, qui peut avoir des conséquences dramatiques pour certains adolescents. On a tous en mémoire des adolescents qui se suicident parce qu'ils sont sous pression psychologique de propos qui sont tenus contre eux, pour des attitudes qu'ils ont eues ou non, ou tout simplement parce qu'ils sont noirs, parce qu'ils sont roux, parce qu'ils sont grands, parce qu'ils sont petits, parce que... Voilà. Mais vous le vivrez, et vous en aurez. Alors ça n'aura pas forcément une conséquence dramatique, mais ça peut avoir une conséquence sur la scolarité, et sur la vie familiale de l'enfant. Donc sachez-le, vous aurez ces situations à gérer. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas. Et à l'arrivée, et c'est ça qui me semble capital, ces pratiques numériques des adolescents débouchent aussi sur une nouvelle façon d'être, à la fois plus centrée sur l'individu, mise en scène du moi, et plus tournée vers les autres, d'un certain point de vue. D'accord ? On est plus tourné vers les autres, mais vers une communication par écran interposé, virtuelle. Pas dans une communication directe, qui n'a rien à voir. C'est-à-dire, c'est pas parce qu'ils communiquent plus sur les écrans qu'ils vont avoir plus de facilité à communiquer avec les autres. C'est toujours très facile d'écrire derrière son écran, caché. Quand il s'agit de dialoguer, d'être confronté à un individu, une personne, c'est différent. Donc ça peut avoir des effets favorables pour la communication, mais ça a des effets aussi pervers et cachés. Donc ayez conscience de ça. Et cette mise en scène du moi, malheureusement, est véhiculée en permanence par les médias et par les émissions complètement débiles qu'on peut voir en permanence sur les chaînes, où chacun peut devenir une star, chacun est intéressant, et tout le monde est intéressant. À partir du moment où vous dites quelque chose à la télévision, vous êtes intéressant. Et c'est ça qui est véhiculé, malheureusement, actuellement. Toutes ces émissions de télé-réalité, etc. Voilà, ça ne peut que amplifier et donner envie aux enfants d'être mis en scène. Parfois, avec d'autres risques, ce qui est d'aller trop loin. Se mettre en scène et ne pas s'apercevoir que plus tard, ça va porter tort. J'utilise toujours cet exemple avec mes élèves. On a vécu, nous, tous les établissements l'ont vécu, le petit copain, la petite copine qui sont ensemble, on échange des textos, on échange des photos, après ça dérape un peu, c'est déjà un peu plus dénudé, et puis le couple se sépare et la vengeance est derrière et on diffuse l'information à tout le monde. C'est arrivé. Vous l'avez peut-être vécu vous aussi. C'est toujours difficile la rupture amoureuse. Bon. Qu'est-ce qui se passe quand l'information, elle est transmise, non pas par vous, mais par quelqu'un d'autre, sur un réseau social? Il reste une trace. Vous ne pourrez jamais avoir la prétention de dire ce que j'ai mis à un moment donné sur le réseau web mondial a disparu totalement. Et cette trace peut être préjudiciable bien des années plus tard. Vous faites des photographies d'une soirée arrosée où vous dansiez sur les tables complètement échauffées, et après vous allez postuler pour un poste d'importance. Sachez que maintenant, quand on recrute, on regarde les profils Facebook, on regarde ce qu'il y a sur Internet, et que ça peut être un critère qui vous élimine du pool des candidatures. Sachez-le. Vous en avez sans doute conscience, vous, mais les enfants, eux, pour eux, c'est une autre époque. C'est pas tout de suite. Leur préoccupation, c'est pas le futur. Et malheureusement, parfois, ça revient. Donc voilà. Ils ne sont pas conscients de ça. L'essentiel, c'est que vous le soyez pour eux. Elle crée un nouveau rapport au monde pour les natifs numériques qui pensent et agissent différemment des générations antérieures, du fait d'une exposition précoce aux technologies de l'information et de la communication. Ce sont deux mondes distincts. Il ne faut pas les confronter. Vous ne confrontez pas deux mondes. Vous composez avec un monde différent du vôtre. Vous avez tous, et moi j'ai été aussi confronté à ça, tendance à être réactionnaire et dire c'était mieux avant, oui à mon époque on faisait pas ça. Moi je l'entends en permanence, même ma femme me le dit en permanence. Oui mais à notre époque, nous on faisait ci, on allait dans la forêt, on faisait des cabanes, on jouait, je voyais encore hier un film où il y avait quelqu'un qui faisait de la pyrogravure sur du bois. Et je dis, je me souviens quand j'étais petit, je faisais de la pyrogravure pour ma maman, j'avais fait ça à la fête des mères, sur un dessous de table,
dis, c'est super, je me souviens encore de l'odeur du bois, mais qui fait de la pyrogravure encore? Qui sait ce que c'est que la pyrogravure? Voilà, un exemple très concret, ça date d'hier soir. Mais voilà, c'est pas parce qu'ils font des choses différentes qu'ils ne vont pas en tirer profit et que ça va dans le mur. Ils auront d'autres compétences que vous, ils auront d'autres automatismes que vous. On l'a tous vécu, il y a toujours des écarts de génération. Eh bien, il faut composer et s'adapter. C'est pas à nous d'imposer de la génération qui, de toute façon, nous a dépassés. J'ai connu, moi, des enseignants qui refusaient d'utiliser l'informatique. Non, je n'utiliserai pas l'informatique parce que je n'ai pas été formé pour. Et ça ne peut pas fonctionner. Ça ne peut pas fonctionner. Il faut s'adapter. C'est compliqué. Et vous ne serez jamais à 100% de vos compétences. Vous apprendrez tout au long de votre vie personnelle et professionnelle. C'est la vie, c'est le principe de la vie. Les adolescents développent aussi un nouveau style cognitif caractérisé par l'apprentissage multitâche. Tout le monde n'est pas multitâche. Une attention relativement courte pendant l'apprentissage et une stratégie pour apprendre qui s'appuie sur l'exploration et la découverte. Ils n'ont pas la même attention que nous avions. Je vais même aller plus loin. Je n'ai pas la même attention que vous avez et que eux-mêmes ont. Pourquoi? Parce qu'il y a d'autres choses qui sont arrivées qui ont dilué un peu l'attention. Ou alors elle se traduit différemment. Mais un enfant, il n'est pas capable, et même peut-être que nous à l'époque on n'était pas non plus, et vous non plus, d'être attentif pendant une séquence de cours au total. Le niveau d'attention, c'est 5-10 minutes par cours, pas plus. De capacité d'attention maximum. Alors eux, en plus, voilà, ils sont dans du zapping, ils sont dans du multitâche, ils sont dans de l'exploration, de la découverte. Ça peut perturber un enseignant qui n'a pas ses habitudes. Vous, ça vous perturbera moins. Je vous redis, vous êtes jeune, vous avez cette chance-là. Vous êtes plus proche de leur génération que moi je le suis actuellement. Mais en tout cas, vous aurez à un moment ou à un autre sans doute un décalage si vous ne mettez pas à jour. Les pratiques numériques ne sont pas le fait seulement de la nouvelle génération Internet, mais concernent l'ensemble des citoyens confrontés aux changements culturels et sociétaux induits par la révolution numérique. Exemple, déclaration d'impôt. Maintenant, qui fait sa déclaration d'impôt au format papier à part les personnes âgées? Et encore maintenant, je crois que depuis l'année dernière, c'est plus possible. Ils ont des personnes qui peuvent les accompagner pour le faire, mais maintenant, tout est numérique. C'est tellement plus simple. Pour ceux qui savent le faire. Quand vous êtes habitué à l'outil, ça ne pose aucun problème. Quelqu'un qui n'a jamais utilisé un ordinateur, c'est un gros problème. Mais en tout cas, on va vers la numérisation de toutes les démarches administratives et autres. Vous connaissez, c'est notre quotidien. Les jeunes n'ont pas un rapport inné à l'ordinateur et à Internet, ils ont besoin d'être formés à la maîtrise de l'information, de s'approprier les compétences clés pour appréhender les médias culture qui se sont développés dans le sillage de la Société mondiale d'information. La culture numérique des jeunes n'est pas unique mais plurielle. Il n'y a pas une culture numérique. Vous l'avez sans doute déjà ressenti. Elle varie en fonction de leur pratique et de leur degré de familiarisation avec les TIC. J'irai même un peu plus loin, ça peut dépendre aussi du milieu social, familial. Tout le monde n'a pas la possibilité d'offrir à son enfant un iPhone ou une tablette. Tout le monde n'a pas la possibilité d'accompagner un enfant dans ses pratiques numériques. Ce n'est pas à la capacité de tout le monde. Ça dépend du milieu social, ça dépend de l'éducation, ça dépend de plein de choses. Ça dépend du milieu culturel aussi. Pour conclure, je crois, face à ces inégalités, l'éducation aux cultures numériques constitue un impératif pour l'école. Cette éducation ne se limite pas à une simple prise en main des outils et des services numériques. Elle doit être envisagée comme l'appropriation d'une nouvelle culture numérique, donc comme une forme d'acculturation. Elle suppose une réflexion globale sur les conditions nécessaires pour faciliter le passage entre culture numérique et culture scolaire. Vous voyez qu'on est presque dans des questions d'ordre un peu philosophique parfois. Sociologique, oui, philosophique parfois. De philosophie de vie. Bon, ça je ne vous dis pas, je vous laisse le découvrir. Ça sera la conclusion sur cette partie vraiment théorique de la culture numérique à l'école. On va rentrer dans le côté un peu plus pratique. On redit beaucoup de choses. C'est un peu du martelage pour que ça s'ancre. Donc il y a quelques petites choses qui s'ancrent. Je passe ça rapidement. Ça, c'est la philosophie de l'éducation. Vous en aurez aussi un gros pavé, je crois, prochainement.
Ça, je le lis parce que ça me semble aussi important. Cette nouvelle citoyenneté se reconfigure autour d'une constellation d'affiliation en fonction du sexe, de l'âge, de la classe sociale, de l'appartenance ethnique, ce que je vous expliquais là, à l'instant. L'émergence d'une citoyenneté multi-appartenance et multi-identitaire est favorisée par le développement des nouveaux médias, principalement les réseaux sociaux. Ça aussi, on n'y pense pas toujours, mais l'éducation civique, l'éducation à la citoyenneté, ça a été relabellisé comme ça, dispensée dans un cadre national en référence à des valeurs patriotiques, est en train de laisser place progressivement à des formes plus larges d'éducation à la citoyenneté, à la responsabilité, à la solidarité à l'échelle mondiale. Vous pouvez, dans le cadre de l'éducation à la citoyenneté, que vous allez distiller dans vos cours, en primaire ou en prof d'histoire-géographie notamment, bien que tout le monde puisse distiller des notions, aussi utiliser ceci, qu'on vient d'évoquer dans le terme numérique, dans le cadre de l'éducation à la citoyenneté. Donc rien n'est incompatible et tout se rejoint. Voilà, c'était pour la partie théorique. On en vient à du concret un peu plus pratique. Quels sont les outils d'accès à l'information au partage des connaissances? En gros, quels sont les moteurs de recherche les plus usités en informatique? Je ne les ai pas tous mis, je l'ai mis les 3 principaux. Il y en a peut-être d'autres. J'en ai bien que vous ne connaissez peut-être pas et je vous expliquerai pourquoi je l'ai volontairement associé à Google et Firefox Mozilla. Bon, les 2 grands moteurs de recherche actuels sont Google Chrome, vous l'avez à gauche, là, l'icône, Mozilla Firefox. Vous avez aussi, bien sûr, Internet Explorer sur Windows et Safari, qui sont les moteurs de recherche natifs Windows, Microsoft et Apple, iOS. Et ce petit, vous connaissez là, ce moteur de recherche? Il s'appelle DuckDuckGo. Pourquoi je vous l'ai mis? Quelle est sa particularité? Eh bien, c'est un moteur de recherche qui ne récupère et collecte aucune information. DuckDuckGo. Quand vous surfez sur DuckDuckGo, vous êtes sûr qu'aucune information personnelle ne sera récupérée, de quelque manière que ce soit. Il s'appelle DuckDuck, comme un canard, Go. Téléchargement gratuit. Vous tapez DuckDuckGo, vous allez le trouver. Je ne sais pas si vous pouvez le faire. Voilà, DuckDuckGo. Voilà, vous avez un site, vous pouvez vous l'installer, vous verrez, vous vous sentirez mieux. Bon. Pourquoi? Parce qu'on sait très bien que ce qui fait vivre, c'est pas pour rien que Google est quand même assez bien placé en termes de chiffre d'affaires annuel par la publicité ou autre. Ces fournisseurs de moteurs de recherche, bien sûr, ne font pas ça dans un but non lucratif. Comment vivent-ils? Par la publicité et aussi par le profilage des personnes qui utilisent le moteur de recherche et la récupération d'informations qui sont revendues à des fins commerciales. Ce n'est pas un hasard si lorsque vous faites une recherche et que quelques jours plus tard vous rouvrez une page, comme par hasard, vous avez des petites vignettes qui s'ouvrent et qui vous donnent des conseils d'achat du même registre que ce que vous avez cherché précédemment, voire de quelque chose qui s'en approche et qui serait susceptible de vous intéresser par rapport à d'autres informations qu'on a récupérées. C'est toujours très désagréable. Alors, c'est souvent lié à ce qu'on appelle les petits cookies, là, ces petits mouchards là, qui récupèrent des informations. Quand on vous met à accepter les cookies, ça veut dire que tacitement vous acceptez qu'on récupère des informations. Vous n'êtes pas obligé de les accepter. Alors, les moteurs de recherche, donc Mozilla Firefox, DuckDuckGo, Google. Donc, c'est ce qui permet de faire une recherche. Avant d'embrayer sur Wikipédia, bien évidemment, plus le moteur de recherche est performant, plus il va être utilisé. Et c'est un cercle. Alors, je ne vais pas dire vicieux, mais en tout cas, forcément, si votre moteur est plus performant, vous allez avoir tendance à y aller plus, et si vous y allez plus, du coup, il devient plus performant. Donc, Google me semble à l'heure d'aujourd'hui le moteur de recherche le plus performant. Il y en a d'autres. Et si vous voulez être tranquillisé pour la sécurité des informations, privilégiez DuckDuckGo ou d'autres. Alors, autre outil que vous utiliserez, bien sûr, et que vos élèves utilisent très souvent, c'est Wikipédia. C'est une encyclopédie libre, c'est-à-dire que chacun peut
l'enrichir. Alors ça, l'avantage de ces inconvénients, ou l'inverse, l'inconvénient de ces avantages, bref. En tout cas, si tout le monde peut amener de l'information, et que la personne qui amène une information inexacte, tout le monde a accès à une information inexacte. Alors c'est contrôlé quand même, mais pas toujours. Il y a des temps où des informations sont publiées, ils ne sont pas contrôlés, et on peut vous dire des contre-vérités. Donc Wikipédia est à prendre avec des pincettes parce que faut-il encore être sûr que la personne qui a publié l'information ait la référence nécessaire pour qu'on puisse la croire sur parole. Donc projet d'encyclopédie collective établi sur Internet, universel, multilingue, fonctionnant sur le principe du wiki, encyclopédiste, neutralité du point de vue, liberté de contenu, savoir-vivre communautaire et souplesse des règles. C'est merveilleux en soi comme concept, mais ça a toujours des travers. Il faudrait une équipe de modérateurs et de scientifiques qui vérifient chaque information, ce qui n'est pas possible. En tout cas, majoritairement, les informations qui sont contenues sont exactes. Mais parfois, vous avez du faux. Le seul moyen de s'en prémunir, c'est d'avoir vraiment une équipe qui va réaliser un logiciel, une encyclopédie, puisque c'est le cas, où ce sont, pour l'heure, des personnes de référence, des chercheurs, scientifiques ou autres, qui vont donner les informations. On connaît tous l'encyclopédie Universalis, on l'a connue au format papier, maintenant elle est au format numérique. Et là, Universalis, fort d'une réputation internationale, reste une valeur sûre dans le monde de l'encyclopédie en ligne. 30 000 articles signés, 20 000 photos, dessins, tableaux, schémas, 7 000 auteurs professionnels, donc rémunérés, au service de son contenu. Universalis donne accès à un véritable trésor de connaissances. Simplement, si vous rémunérez les auteurs, vous êtes obligé de payer pour pouvoir vous-même rémunérer les auteurs, puisque ce n'est pas Universalis qui va, sur fonds propres, payer ses auteurs. Donc c'est une suite payante par abonnement. Vous avez des forfaits éducation ou autres, mais sachez que ça a un coût. Wikipédia est gratuit, Universalis est payant. C'est le coût pour la sécurité de l'information. Je vais dire comme ça. Mais ça reste la référence. Il y en a d'autres, hein. Vous avez Larousse, je vous donne celui qui me semble le plus connu. De factures universitaires, ce qui n'est pas quand même anodin en termes de fiabilité. Les différents textes abordent une multitude de sujets avec rigueur, souci de la précision, rédigés par des spécialistes. Ces articles font déjà l'objet de publication ou d'approbation par les milieux académiques. Universalis en ligne constitue à l'heure actuelle la plus importante base encyclopédique francophone certifiée de l'Internet. Vous saurez, si vous voulez, une référence, c'est Universalis. Elle est agréée par le ministère de l'Éducation nationale pour son intérêt pédagogique, et le bémol, c'est la cotisation annuelle pour accéder à son compte. Annuelle, qu'il faut renouveler chaque année. Vous ne pouvez pas acheter une licence. Est-ce que vous aviez des questions jusqu'à présent sur ce que je viens d'évoquer en termes d'accès, moteur de recherche et références, en termes de connaissances sur Internet? Il y en a d'autres, bien sûr. Je pourrais passer une matinée à vous les évoquer. Je vous évoque les principales sources. Après, si vous en avez, vous, bien sûr, vous pouvez les partager. Ça va? Vous voyez, c'est moins rébarbatif que la partie précédente parce qu'il y a un peu de concret. Je vous le redis, ça sera la partie la plus rébarbative ce matin qu'on puisse faire dans le numérique. Les dérives. Voilà des sujets intéressants. Là aussi, je ne les ai pas tous recensés parce qu'il y en a beaucoup, mais en tout cas, première dérive, premier exemple que j'ai pris, le faux anonymat. Les données personnelles et l'irréputation. Voilà une loi qu'on ne connaît pas toujours et qui serait bien d'avoir en tête. La loi sur la vie privée. La protection de la vie privée a été affirmée en 1948, donc vous voyez que ça ne date pas de l'époque numérique, par la Déclaration universelle des droits de l'homme des Nations Unies, article 12, et en France, l'article 9 du Code civil protège ce droit depuis la loi du 17 juillet 1970. Donc vous avez une loi qui protège votre vie privée. Après, il faut savoir dans quel cadre. Là, on va être dans le légal, dans le juridique. On va se faire un peu avocat et juge. Cette protection contre toute intervention arbitraire revêt plusieurs aspects. Protection du domicile. On pense toujours protection de la vie privée, nos informations, mais le domicile. La police ne peut y pénétrer que dans certains cas fixés par la loi. Donc, sachez que dans le cadre de la vie privée, on n'a pas le droit, sauf si on a un mandat particulier, de pénétrer chez vous. Qui que ce soit. Que ce soit la police, si c'est un huissier,
il a un mandat aussi pour ça. Si c'est la police et qu'elle vient juste à titre d'information, elle va vous demander l'autorisation de rentrer, mais jamais elle va le faire. S'ils ont mis un mandat de perquisition, bien sûr, ils ont le droit, et là, ils ne vont pas vous demander votre avis. Mais en tout cas, vous avez un droit de protection de votre domicile qui fait partie de votre vie privée. Le secret professionnel et médical, c'est un autre exemple. Un médecin ne peut révéler les éléments du dossier médical d'une personne sans son consentement. Donc quand vous allez voir un médecin, théoriquement, tout ce que vous allez lui dire en termes de santé, il ne doit pas le communiquer, sauf bien sûr s'il le communique à un spécialiste qui va aller plus loin, un collègue assermenté, mais en tout cas, il y a le secret médical. Vous le savez, vous le connaissez. Et d'ailleurs, même dans le cas d'un procès, un médecin n'est pas supposé être obligé de donner des informations qui rentrent dans le cadre du secret médical. Il peut le faire, s'il l'accepte, c'est sa responsabilité, mais en tout cas, il est sous un contrat moral avec vous sur le secret médical. Secret professionnel, c'est la même chose, et vous, en tant qu'enseignant, vous avez des droits et des devoirs, droits de réserve sur un aspect de votre profession qui est qu'il y a des choses qu'on ne divulgue pas, qui restent personnelles, dans le cadre d'un conseil de classe, par exemple, dans le cadre d'un conseil de cycle, d'une concertation. Bien évidemment, ce que vous allez dire d'un élève, de la famille et des informations privées qu'une famille vous a confiées, vous ne devez pas les confier à d'autres que vos pairs, en tant qu'enseignants, et l'équipe de direction éventuelle. Mais voilà, il y a des informations, et vous avez un secret professionnel à respecter par rapport à votre pratique d'enseignant. Ça, c'est extrêmement important. On est vraiment dans le vif du sujet, là, en revanche, de numérique. La protection de l'image. Il est interdit de reproduire l'image d'une personne sans son autorisation. Voilà. Vous ne pouvez pas faire une publication d'une photo d'une personne qui n'a pas donné son autorisation. Cette règle concerne tout le monde et pas seulement les personnes publiques. Il existe néanmoins des limites tenant au cadre dans lequel une image a été réalisée. Et c'est là qu'on rentre un peu dans les paradoxes. On va parler un petit peu de tous ces tabloïds, de ces revues style Voici, etc. La théorie, c'est qu'on n'a pas à prendre une photo et à l'utiliser sans notre consentement, mais après, il y a des cadres particuliers qui permettent de le faire. Et c'est là toute l'ambiguïté des procès qui se jouent chaque semaine sur les publications qui sont faites. La protection n'est pas la même pour une photographie prise lors d'une réunion publique. Vous voyez, par exemple, je donne un exemple. Lors d'une réunion publique, eh bien, il y a des photos qui peuvent être prises et publiées sans le consentement parce qu'on est dans un lieu public. Qu'est-ce qu'un lieu public? On a déjà un cadre de référence. Pour lutter contre les dangers que le développement de l'informatique peut faire peser sur la liberté et le respect de la vie privée, a été créée par la loi du 6 janvier 1978 la Commission nationale de l'informatique et des libertés CNIL, qui a disparu là cette année avec la nouvelle loi qui entre en vigueur et le nouveau cadre de protection des données européens. Donc la CNIL, elle a été absorbée par ça. Je vous donne quelques petites infos. C'est toujours bon pour les familles et les élèves de rappeler ça de temps en temps. Ça leur fait du bien. Le code pénal, atteinte à la personnalité, atteinte de la vie privée. Article 226, 1. Est puni d'1 an d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende le fait, au moyen d'un procédé quelconque volontaire, de porter atteinte à l'intimité de la vie privée d'autrui. Donc, bien sûr, ce sont les peines planchées, et financières et de prison. Rarement elles sont atteintes, mais en tout cas, premièrement, en captant, enregistrant ou transmettant sans le consentement de leur auteur des paroles prononcées à titre privé ou confidentiel. Des paroles. Vous voyez, on n'est même pas dans l'image. Voilà, on vous fait une confidence, mais après, si vous en parlez, vous pourriez être attaqué parce que vous n'avez pas respecté la confidentialité de l'auteur des paroles. En fixant, enregistrant ou transmettant sans le consentement de celle-ci l'image d'une personne se trouvant dans un lieu privé. Vous voyez la nuance quand quelqu'un est dans un lieu public, et une star, et qu'elle est prise en photo et qu'on fait un commentaire dans une revue, comment l'attaquer? Pas sur la publication de l'image, sur ce qui va être commenté. On dit tout et son contraire, ou tout et n'importe quoi. C'est là qu'ils sont attaqués en général. On n'attaque pas parce qu'il y a une publication d'image. Quand vous marchez dans la rue, vous êtes dans un lieu public, si on vous prend en photo, vous êtes dans un lieu public. À vous de vous cacher. C'est très pratique. Et la cagoule, et la casquette, il y a la course, si vous pouvez courir. Lorsque les actes mentionnés au présent article ont été accomplis au vu et au su des intéressés sans qu'ils soient opposés, alors qu'ils étaient en mesure de le faire, le consentement de ceux-ci est présumé. Ça doit être un métier passionnant d'être avocat. J'aurais bien aimé, moi, personnellement.
Donc je leur relis cette phrase parce que là aussi elle est sujette à interprétation. Lorsque les actes mentionnés au présent article ont été accomplis au vu et au su des intéressés. C'est-à-dire par exemple, on vous a pris en photo, vous n'avez pas osé dire à quelqu'un que vous connaissez ou pas, je vous préviens, mais cette photo-là, je ne veux pas que vous la gardiez, parce qu'il y a des gens qui sont réservés, timides. Mais à partir du moment où vous ne l'avez pas dit, on considère que vous êtes d'accord, parce que vous avez vu qu'on vous avait pris en photo. Alors comment après vous le prouvez ça? Bon. Donc c'est pour ça que la loi, parfois, mérite interprétation. Donc quand un enfant prend sans l'autorisation, même sans le publier, une photographie ou un film d'un camarade ou d'un adulte de l'établissement, il n'a pas le droit de le faire. Vous-même, en tant qu'enseignant, quand vous allez faire peut-être des projets ou des sorties, vous allez prendre en photo de temps en temps ou filmer parfois des élèves. Vous devez vous assurer que la famille a donné l'autorisation. Donc en début d'année scolaire, ça c'est à mon sens une obligation, vous faites signer à la famille une autorisation de prise de vue en expliquant que c'est dans le cadre d'une utilisation pour un des diaporamas de photographie de sortie ou d'un petit film de sortie de voyage scolaire, soyez assez précis, mais que vous ayez l'autorisation. Si vous ne l'avez pas, vous devez flouter le visage de l'enfant. C'est facile sur une photo, c'est plus difficile sur un film. Voilà. Si vous n'avez pas l'autorisation, ou vous coupez au montage les scènes avec l'enfant qui n'a pas donné l'autorisation par le biais de sa famille, ou si c'est une photo, vous floutez. Alors quand vous voulez faire une belle photo, s'il y a un visage flouté, c'est pas le but. Donc il suffit de s'assurer que la famille donne l'accord. Sur mes 300 collégiens, cette année, je n'ai aucune famille qui se soit opposée à ce qu'on puisse prendre des photos des élèves et faire des films avec les élèves. Mais vous avez parfois des familles, pour des raisons que vous ignorez, ou qui vont vous expliquer qu'elles ne le souhaitent pas pour X motifs. Bon, vous ne pouvez pas les forcer. Mais il faut le faire. Parce que si après on vous attaque parce que vous n'avez pas l'autorisation, là vous allez avoir des ennuis. Donc soyez conscients de ça. Est-ce qu'il y avait des questions sur l'atteinte à la vie privée, la prise de photos? Donc vous dites aux élèves, moi je dis aux élèves, si la famille de l'enfant que tu as pris en photo, ou si l'adulte porte plainte, ta famille, puisque les enfants sont mineurs, risque 1 an d'emprisonnement et 45 000 € d'amende. En général, ça les fait un petit peu réfléchir, pas longtemps, parce qu'après, ils oublient. Mais sur le moment, voilà. Donc c'est jamais mauvais de le rappeler, sachez que voilà, vous aussi, vous pouvez tout à fait saisir le tribunal pour atteinte à votre vie privée, que ce soit de l'image, que ce soit du son. Vous n'avez pas le droit d'enregistrer un entretien, par exemple, que vous avez avec une famille, sauf si elle n'a pas sauf si elle a donné son autorisation. Quand vous avez des réunions un petit peu houleuses, dans des instances avec des syndicats, etc., vous avez envie, de temps en temps, pas de manière, je le dis clairement, moi j'aimerais bien de temps en temps pouvoir enregistrer, ne serait-ce que pour retranscrire ce qui a été dit pour le compte-rendu. Parce que sur le moment, on ne prend pas toutes les notes. Si vous n'avez pas demandé l'autorisation, vous ne pouvez pas le faire. Vous pouvez toujours le faire, clairement aussi, le faire et le garder pour votre usage, mais jamais vous pourrez l'utiliser. Jamais vous pourrez dire, j'ai la preuve dans l'enregistrement. C'est tout le drame dans les tribunaux, quand vous avez des preuves d'enregistrement, mais vous ne pouvez pas les utiliser. Dans les reportages, souvent, les caméras cachées. Ouais. Ils peuvent complètement se faire attaquer. Ils se font d'ailleurs attaquer, cartonner régulièrement. Ah ouais. Caméra cachée, par définition, on filme, même si c'est flouté, etc., on filme des informations confidentielles. Là où il y a une balance, un équilibre à faire, c'est que c'est souvent pour une bonne cause, c'est souvent par des dérives et des abus qui aboutissent à des procès. Je vois mal la personne qui est mise en porte-à-faux pour un procès parce que l'image qui a été enregistrée prouve quelque chose quand même au niveau du public, il l'entend, pas au niveau d'un tribunal forcément. Mais en général, quand ils sont en porte-à-faux, ils ne ramènent pas trop leur presse. Mais on peut très bien, par principe, dire voilà. Et ils le font souvent. Ils le font. Après, ça dépend de l'objectif qu'on veut atteindre. Il y a des moyens parfois qui ne sont pas légaux, mais qui permettent d'atteindre une vérité qu'on n'aurait pas pu obtenir. Après, c'est la justice qui régule ça. Intégrisme, violence et abus. Les droits d'auteur. Alors, je ne vois pas le rapport. Alors, peut-être que je voulais vous parler de l'intégrisme, des violences et des abus, mais juste le survoler parce que là aussi c'est un sujet vaste. Bon, on sait quelles sont les dérives en termes... C'est un sujet brûlant d'actualité sur ces gens qui sont endoctrinés et qui partent faire des conflits religieux ou autres. Bon, voilà, le risque il est là.
c'est que l'information qu'on peut avoir par le biais de canaux qui ne sont pas toujours très légaux et très nobles, aboutissent à des changements d'attitude, de comportement, des attitudes violentes, des abus et de l'intégrisme. Voilà, je voulais l'évoquer, vous les connaissez tous les exemples, vous en avez. Violence, avec tout ce qui est l'aspect pédophilie, par exemple, un exemple classique pour nos élèves, qui ne savent pas avec qui ils discutent, c'est pas parce que la personne dit « moi je m'appelle Erwan et j'ai 8 ans comme toi, je suis en CM2 » que en face c'est forcément Erwan, 8 ans, CM2. Et ça, les enfants, ils prennent ça pour argent comptant souvent. Et ils sont contents d'avoir un copain de plus, même s'ils ne l'ont jamais vu. Donc attention à ça, aux excès de violence, on en a parlé, les abus, violences verbales, dénigrement de personnes, harcèlement. Le harcèlement, c'est un vaste sujet aussi, je ne peux pas le développer en une demi-heure, mais voilà, le harcèlement peut passer par ça, par tout simplement des réseaux sociaux et des choses qui sont écrites et publiées régulièrement, volontairement pour nuire. Bon voilà, c'était quelques exemples de dérives. Ça, je le fais parce que, ça aussi, vous l'ignorez sans doute, la question des droits d'auteur. Avant de rentrer dans le détail, quand vous utilisez une image pour illustrer un document, par exemple votre dossier, ceux qui vont faire un dossier en sciences, si vous voulez illustrer, vous allez peut-être utiliser des images que vous allez trouver sur Internet ou que vous allez récupérer sur un ouvrage. Si vous voulez faire une présentation d'une sortie scolaire, un voyage pédagogique en langue en collège, en lycée, ou une sortie scolaire de fin d'année, et que vous voulez diffuser l'endroit où vous allez. Donc vous allez aller sur le site de l'hébergement qui vous accueille, vous allez récupérer la photo, l'enregistrer. Vous n'avez pas le droit. Vous ne pouvez pas. Alors, vous ne pouvez pas légalement. Si vous le faites, c'est votre responsabilité. Vous pouvez toujours le faire. Mais en tout cas, si la personne qui est propriétaire de cette photographie s'en aperçoit, elle peut vous réclamer réparation de l'usage de la photographie qui lui appartient. Donc essayez, c'est très compliqué, c'est très fastidieux, et j'en ai parfaitement conscience. Essayez de trouver des images libres de droit. Il y a des sites où vous avez des images libres de droit, qui ne correspondent pas toujours à ce qu'on souhaite, mais souvent on trouve quand même. Après, vous pouvez acheter des images, vous pouvez en acheter, et elles auront avec, dans le prix d'achat, l'autorisation d'être publiées sur un site internet ou un document. Il y a des sites très bien pour ça, mais ça coûte cher. Mais moi, je suis obligé, pour mes sites, pour tout ce que je fais, d'acheter des images libres de droit. Ça fait gagner du temps. Sinon, vous êtes obligé d'écrire à l'auteur de l'image et de lui demander s'il vous autorise à utiliser son image dans un cadre très précis. Alors, quand vous faites un PowerPoint pour une réunion et que vous êtes déjà surbooké et tout, vous n'avez pas très envie d'aller écrire, de trouver les coordonnées de la personne, lui demander autorisation. Si votre réunion est en 3 jours et qu'il vous répond dans une semaine, bon, voilà. Dans le vif de l'action, c'est compliqué. Mais il faudrait le faire. Pourquoi ? Parce qu'on vous dit, le droit d'auteur français est le droit des créateurs. Le principe de la protection du droit d'auteur est posé par l'article L111.1 du Code de la propriété intellectuelle, qui dispose que l'auteur d'une œuvre de l'esprit jouit sur cette œuvre du seul fait de sa création, d'un droit de propriété incorporel exclusif et opposable à tous. Ce droit comporte des attributs d'ordre intellectuel et moral, ainsi que des attributs d'ordre patrimonial. C'est compliqué, je vais le détailler. Bon, je passe, c'est la référence, si elle vous intéresse, vous l'aurez toujours. Donc ça figure dans le Code de la propriété intellectuelle. Voilà. Alors, je vais un petit peu plus loin, c'était un bon exemple. Dans une décision de justice du 27 juillet 2006, le Conseil constitutionnel a considéré que les droits de propriété intellectuelle, et notamment les droits d'auteur et les droits voisins, relèvent du droit de propriété qui figure au nombre des droits de l'homme, oui, ça va loin, consacré à l'article 2 de la Déclaration des droits de l'homme. Mais le droit d'auteur confère à son titulaire une propriété privative lui permettant de déterminer les conditions d'exploitation de son œuvre. Si vous faites une photographie, elle vous appartient. Bien évidemment, si vous avez photographié quelque chose qui n'est pas privé, si vous photographiez la maison de quelqu'un, il faut son accord. Mais vous êtes dans une forêt, vous faites une photo de nature où on n'arrive pas à repérer, par exemple, l'endroit, vous photographiez un insecte, vous êtes propriétaire de votre photo. C'est à vous de déterminer les conditions d'exploitation. Si vous la mettez en ligne, vous pouvez noter libre de droit, utilisable par tous, auquel cas les gens seront ravis d'utiliser. Si vous souhaitez qu'elle soit privée parce que vous avez attaché un caractère artistique particulier ou
vous avez une démarche d'exploitation financière, vous allez dire, pour l'utilisation de cette photographie, elle est autorisée moyennant une participation financière de temps. Et vous octroyez le droit d'utilisation. Et pour le coup, la personne à qui vous octroyez le droit devient propriétaire de votre œuvre. Avec des droits que vous déterminez, d'exploitation, de diffusion ou pas. Et si on fait une photo Oui. de la Joconde au Louvre? Oui. Alors, est-ce que c'est... Alors, c'est là où on va rentrer dans le domaine public C'est ça, d'accord. avec un délai qui permet à un moment donné de ne plus être dans ce cadre de droit. Alors, je crois que je vais détailler un peu plus loin. Bon, je passe les droits moraux, droits patrimoniaux. Ça, c'est si jamais ça vous intéressait un jour. Voilà, c'est ça ce qui est important. Contrairement au droit moral qui est perpétuel, les droits d'exploitation conférés aux auteurs sont limités dans le temps. C'est pour cette raison que vous avez des œuvres que vous ne pourrez pas utiliser pendant un certain laps de temps, et passé ce laps de temps, ça rentre dans le domaine commun, et vous pouvez utiliser. Exemple. Alors, ça dépend. Mais imaginons qu'une œuvre musicale appartienne pendant 50 ans à son créateur. Passé les 50 ans, vous pourrez reprendre cette œuvre musicale, la réenregistrer et la vendre sans être obligé de payer des droits d'auteur à la personne qui l'a créée. Donc une reprise d'un morceau connu selon le délai de prescription de l'exploitation, vous pourrez le faire sans avoir besoin de payer l'auteur. C'est le cas de toutes les œuvres classiques, et c'est le cas bien sûr de tous les tableaux, etc. Sachant qu'après, ça rentre dans d'autres cadres. C'est-à-dire que si la Joconde appartient au Louvre, le cadre du Louvre va redonner un cadre d'exploitation, et le Louvre peut interdire que vous preniez une photo dans son cadre. C'est-à-dire qu'elle, théoriquement, si elle est seule dans la nature, vous pouvez la prendre en photo, mais si elle est dans le cadre du Louvre, le Louvre va adapter son cadre et autoriser ou non, parce qu'il en est propriétaire, ou locataire. Donc ce sont des cadres. À chaque fois, il faut regarder dans quel cadre ça s'intègre. Vous, ça sera de la photo et de la vidéo, principalement. Et c'est pareil, si on trouve une photo de la tableau de la Joconde sur Internet, il faut vérifier que ça soit l'image du Louvre. Ou là, parce que je pense qu'on tape Joconde, on trouve des... Oui, il faut trouver le cadre d'origine. C'est toujours ça qui est compliqué. Bon, avec des œuvres anciennes, je vois mal Léonard de Vinci venir vous réclamer ou les ayant pas. Mais de toute façon, elle n'est plus dans un cadre d'exploitation légale. Elle est libre. Et si j'achète au musée une carte postale qui représente la Joconde et que je la scanne pour la mettre dans une présentation... À partir du moment où vous pourrez attester que vous avez l'image originale, pour peu qu'on autorise que l'image soit diffusable. C'est écrit ça sur une carte postale? Non. Je pense pas que la Joconde pose un problème. Ça serait plus compliqué avec les œuvres récentes. Bon, c'est toute la complexité du droit d'auteur. Soyons clairs pour relativiser un petit peu. Dans la pratique, on s'en fout. Non, mais il faut être clair. Enfin, Non, mais en classe, dans le cadre d'une classe... Mais oui, mais... Alors, c'est une question morale. J'imagine bien que si vous êtes de bonne foi et que, par hasard, extraordinaire, on s'intéresse à votre classe dans votre établissement et que l'auteur d'une image s'intéresse à ça, il va bien comprendre que ce n'est pas dans un but lucratif, c'est dans un but pédagogique. Donc après, c'est une question de compréhension d'interlocuteur à interlocuteur. Après, vous avez des gens qui sont très pointilleux et voilà. Moi, il m'est arrivé d'utiliser pour des vidéos des morceaux musicaux, de les publier sur YouTube, d'être censuré, c'est-à-dire on m'a retiré la vidéo, on ne m'a pas attaqué. On ne m'a pas attaqué parce qu'on a vu que c'était pour une séquence pédagogique. Je n'avais pas le droit d'utiliser ce petit extrait de musique parce qu'il y a des droits qui s'appliquent. En général, ils retirent. Ils mettent retiré pour des questions de droit. Je n'ai pas été attaqué. J'aurais récupéré 200 000 € grâce à cette vidéo que j'ai montée, etc. Je pense que là, en revanche, ça ne serait pas arrêté simplement au retrait de la vidéo. On regarde le cadre. Des chansons contemporaines interprétées pour une fête de l'école, Oui. par exemple, il faut vérifier. Déclaration à l'assassin. Faut le faire. Oui. Quand vous faites une kermesse de fin d'année où vous diffusez des morceaux, déclaration à l'assassin. Quand vous faites un spectacle musical avec des morceaux musicaux récents, déclaration à l'assassin. Et vous payez des droits d'exploitation ponctuels, qui peuvent être assez élevés. Je ne vous cache pas.
Après, il y a des forfaits éducation, etc. Mais il faut le faire. Dès que vous utilisez des œuvres musicales, ou alors, je vais être aussi très clair pour les vidéos. Vous savez, souvent la question c'est est-ce qu'on a le droit de diffuser une vidéo, toute ou partie d'une vidéo, ou un film intégral, ou quand on part en voyage dans le bus, etc. Il faudrait payer une licence extrêmement onéreuse pour chaque film qu'on diffuse. Eh bien, on le fait. Voilà. Et puis si on se fait attraper, on se fait attraper, en espérant qu'on ne se fera jamais attraper. On ne devrait pas le faire, mais dans la pratique, on le fait. La probabilité est tellement faible pour qu'on puisse vous repérer sur une utilisation ponctuelle qu'on préfère le faire. Mais quand même, ça dépend un petit peu de l'exploitation. Bien sûr. Du cadre d'exploitation et du cadre de légitimité. Voilà.